Nous allons continuer. Après ce schéma, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut nous donner maintenant l'oscilloscope. On peut donner la représentation de l'oscilloscope. Donc, c'est ce que je vais faire. Passer cette partie, on va faire la représentation de l'oscilloscope à travers ce schéma. C'est bon? Et puis, nous allons déterminer les valeurs maximales. MB. L'oscilloscope permet de déterminer les valeurs maximales. Donc, je répète. L'oscilloscope permet de mesurer les tensions maximales. OK. Donc, c'est ce que je vais faire là. Donc, ici, là, on fait l'oscilloscope. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle oscilloscope. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? À l'intérieur de l'oscilloscope, nous avons deux courbes. N'est-ce pas? On a la courbe en vert et puis on a la courbe en bleu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'oscilloscope est toujours relié au circuit. Voilà. Donc, l'oscilloscope est toujours relié au circuit. Donc, le circuit qui est là. C'est bon? Le circuit qui est là, c'est son oscilloscope. C'est bon? Voilà. L'oscilloscope et puis le circuit sont ensemble. C'est bon? OK. Donc, ici, on regarde. YA, c'était quoi? C'était la tension au borne du GBF. Donc, voici YA. C'est la courbe qui est en vert. YB, c'était quoi? C'était la tension au borne du conducteur ohmique, c'est-à-dire l'intensité du courant. Donc, c'est ça qui est en bleu. Voilà. Donc, YA représente quoi? La tension au borne du GBF. La tension au borne du GBF engendre quoi? Engendre la tension U. La tension au borne du conducteur ohmique engendre quoi? L'intensité. L'intensité. Parce que ici, lorsqu'on parle des deux grandeurs, vous devez savoir ça. En RLC, quelles sont les deux grandeurs? Lorsqu'on te pose une question, on te parle des deux grandeurs. Les deux grandeurs sont la tension et l'intensité. Voilà, donc je vais préciser ici. Les deux grandeurs physiques en RLC sont deux points. Nous avons la tension, entre parenthèses, U, et l'intensité, entre parenthèses, I. C'est bon? Voilà. Donc, en RS, nous avons deux grandeurs. La tension et l'intensité. La tension, c'est engendre quoi? La tension, c'est le GBF. C'est la tension au borne du GBF qui engendre la tension. C'est bon? Maintenant, la tension au borne du conducteur ohmique engendre quoi? L'intensité. C'est bon? Engendre l'intensité. Donc, voici les deux grandeurs. C'est bon? Maintenant, voici la question qu'on peut vous poser. Entre les deux grandeurs physiques, qui est en avance? Voilà, qui est en avance sur l'autre? Entre les deux grandeurs physiques, qui est en avance? Pour savoir, lorsqu'on te pose une question en RLC, entre les deux grandeurs qui est en avance, qu'est-ce que je fais? La première des choses, c'est de savoir d'abord. La voie YA représente quoi? La tension ou bien l'intensité. C'est la première chose à savoir. Mais dans notre ici, YA représente la tension, YB représente l'intensité. C'est bon? Voilà. Donc, c'est sur ça qu'on va se baser. Donc, on vient ici dans la question. Entre les deux grandeurs physiques qui est en avance? Excusez-moi. Voilà. Entre les deux grandeurs physiques qui est en avance. Donc, pour savoir celui qui est en avance, qu'est-ce qu'on va faire? Je regarde. Celui qui atteint son maximum en première position est en avance. C'est ce que vous devez savoir. Voilà. La courbe qui atteint son maximum en première position est en avance. C'est bon? Donc, je viens tout simplement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets ma main au début de l'oscilloscope. Comme ça. Et puis, j'essaie de me déplacer. Comme ça. C'est comme si je me déplace. C'est bon? Vous avez vu le sens? Donc, je mets ma main au niveau de l'oscilloscope. Et puis, je me déplace. Arrivé là, qu'est-ce que je constate? Lorsque j'arrive ici, arrivé au niveau de ce trait, qu'est-ce que je constate? La courbe bleue a déjà atteint son maximum. Voici son maximum. Quand on parle de maximum, c'est le sommet, son pic en SVT. Il a déjà atteint son maximum. Or, la courbe qui est en vert, je suis obligé d'aller encore devant pour qu'il puisse atteindre son maximum. Voilà. Donc, lui, le premier trait, il a déjà atteint son maximum. Or, l'autre, je suis obligé d'aller encore un peu devant. Donc, entre les deux qui atteint son maximum, c'est la courbe qui est en bleu qui atteint son maximum. Donc, la courbe qui atteint son maximum est en avance. Or, la courbe bleue engendre quoi? Engendre I. Donc, si on doit répondre à cette question, qui est en avance? C'est l'intensité qui est en avance sur la tension.
N'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous allons dire. C'est bon? Donc, ici, on va mettre quoi? On va mettre ici I. I est en avance. I est en avance sur U. Car I a T. Car il atteint son de justifier, car il atteint son maximum, son maximum avant celle de U. C'est tout. Voilà. Donc, si la courbe en dit est donnée, c'est quel courbe qui est en avance, voici comment il faut faire. C'est bon? Voilà. Donc, je regarde le déplacement. On vient là, lui, il atteint son sommet. L'autre, on est obligé d'aller encore devant. Oh, ça représente quoi? Ça représente il est deux grandeurs. Voilà. C'est bon? Donc, c'est que celui qui atteint son sommet en première position est en avance sur l'autre. Donc, ici, I est en avance sur U. Car il atteint son maximum avant celle de U. C'est bon? Voilà, c'est tout. Donc, c'est comme ça on doit justifier. Maintenant, celui qui veut écrire U d'abord. Et ici, moi, quand il met I est en avance, lui qui veut passer par U, qu'est-ce qu'il aurait dû écrire? Il allait mettre U est en retard sur I. Car I atteint son maximum avant U, avant celle de U. C'est tout. Voilà. Donc, celui qui veut mettre I, d'abord, il pouvait commencer par I. Celui qui veut commencer la phrase par U, c'est qu'il devait écrire. C'est bon? Voilà. Donc, vous devez savoir ça. C'est bon? Voilà. J'ai une question qu'on peut vous poser aussi qui est en avance. Voilà. Donc, c'est comme ça on fait. Tu fais le déplacement. Celui qui atteint son sommet en première position est en avance. C'est comment on fait la rédaction. Tant est en avance car il atteint son maximum avant celle de l'autre. C'est bon? OK. Donc, on va continuer. On continue. Donc, comme on a trouvé celui qui est en avance, le but de cette question, c'est de faire quoi? C'est de déterminer la valeur des phi. Vraiment? Lorsqu'on pose entre les deux grandeurs physiques qui est en avance, c'est de déterminer la valeur de phi. Lorsque la tension est en avance sur l'intensité, phi sont positifs. Lorsque l'intensité est en avance sur la tension, phi sont négatifs. C'est bon? Voilà. Phi sont négatifs. Raison pour laquelle on pose cette question. Lors d'un exercice, même si on ne me pose pas cette question qui est en avance, comme il est déterminer la valeur de phi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois impérativement me rendre quoi sur l'oscilloscope. Savoir entre les deux grandeurs physiques qui est en avance. Voilà. Il y a besoin de ça pour trouver la valeur exacte. Voilà. Parce qu'à travers cette courbe, pour trouver la valeur de phi, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça en valeur absolue. Or, lorsqu'on me demande la valeur, on n'a pas besoin de la valeur absolue. La valeur absolue doit disparaître. Donc, pour ce faire, il doit savoir qui est en avance. Lorsque la tension est en avance sur l'intensité, phi sont positifs. On dit que le circuit est dit inductif. Donc, quand phi est supérieur à 0, le circuit est dit inductif. Maintenant, lorsque la tension U est en retard sur l'intensité I, phi est inférieur à 0. Cela signifie que ça sont négatif. Le circuit est dit capacitif dans ce cas. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, on doit mentionner là. On va déterminer le phi. C'est bon? Donc, détermination du phi. Donc, ici, je vais prendre la couleur rouge. Détermination graphique du phi. Donc, nous allons faire la détermination graphique. Lorsqu'on a l'oscilloscope, on veut déterminer le phi, on va passer à la détermination graphique. Voilà. Lorsqu'on a l'oscilloscope, c'est la détermination graphique. Lorsqu'on n'a pas l'oscilloscope, il y a une autre manière de la déterminer. C'est bon? Voilà. Donc, ici, d'abord, détermination graphique de phi. Détermination graphique de phi. Donc, la détermination graphique de phi. Or, phi représentait qu'on a dit phi était la phase à l'origine, n'est-ce pas? La phase à l'origine. Ici, en RS, c'est pour déterminer la phase phi. Phi représente quoi? La phase de la tension par rapport à l'intensité.
Voilà, le phi en RSI, c'est la phase de la tension par rapport à l'intensité. Donc ici, le phi ici, c'est la phase de la tension, par rapport à l'intensité. Par rapport à l'intensité. Donc, c'est la phase de la tension par rapport à l'intensité. Voici comment la note. Phi, on a dit de la tension par rapport d'un slash et puis on met le I. Donc, voici comment la note. Voilà, la phase phi de la tension par rapport à l'intensité. Donc, c'est ce qui est là. Voilà, donc c'est la phase phi. Donc, ici, voilà, la phase phi de la tension par rapport à l'intensité. C'est comme ça la note. Voilà. Quand on met U d'abord, ça veut dire quoi? De la tension par rapport à l'intensité. Vous devez savoir ça. Ok. Donc ici, nous allons venir à la détermination graphique. Donc, pour déterminer, qu'est-ce qu'on fait? On met ça en valable absolue. Donc, valable absolue de phi. De UI égale. Nous allons mettre la formule. C'est égal à quoi? 2pi tau sur T. C'est bon? Donc ici, on va dire avec. Tau représente quoi? Donc ici, avec tau. 2 points. Tau, c'est le décalage. Tau, c'est le décalage horaire. Tau, c'est le décalage horaire. T. T, c'est la période. T, c'est la période. Donc, vous devez savoir ça impérativement. C'est bon? Voilà. Le taux, c'est le décalage horaire. Le T, c'est la période. Voici comment on détermine graphiquement le phi. C'est bon? Maintenant, le décalage horaire, on doit savoir comment déterminer le décalage horaire à l'oscilloscope. Et comment déterminer aussi la période à l'oscilloscope. Voilà, ça, vous devez savoir ça. C'est bon? Ok. Donc, pour ce faire, le décalage horaire, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver le décalage horaire, c'est quoi? C'est le nombre de carreaux ou bien le nombre de divisions. C'est le nombre de divisions qui séparent les deux courbes. C'est bon? Le nombre de divisions qui séparent les deux courbes. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Je mets ma main sur l'axe. On a deux axes. Hein. Regardez la courbe qui est en rouge. On a l'axe vertical et puis on a l'axe horizontal. Donc, je mets ma main au niveau de l'axe horizontal. C'est bon? Je mets ma main au niveau de l'axe horizontal. Je choisis l'une des courbes. C'est bon? Je choisis l'une des courbes. Où la courbe là touche quoi? Où la courbe là sépare. Coupe l'axe horizontal. Je mets une main sur ça. Sur une courbe. Donc, je vais prendre d'abord la couleur bleue. Je mets une main. Voici où la coupe bleue et puis l'axe horizontal se coupe. C'est à partir d'ici. Donc, je mets une main là. C'est bon? Je mets une main aussi où l'axe horizontal et puis la coupe qui est en verticale se coupe. Là. N'est-ce pas? Donc, c'est comme ça on fait. Où les deux se coupent. N'est-ce pas? On ne prend pas en haut. Il dit, on prend où quoi? L'axe horizontal et puis la coupe que je veux se coupe. Voilà, où il vient toucher. Il met une main. C'est bon? Lorsque tu mets une main pour l'autre coupe aussi, tu fais la même chose. Donc, s'il met aussi une main, n'est-ce pas? C'est qu'on fait pour trouver le décalage horaire. Et puis, je mets ma main là. Voilà. Donc, les deux doivent être quoi? Côte à côte. Si on veut comme ça, peut-être un carré, les deux doivent se toucher côte à côte comme ça. N'est-ce pas? Voici ma main, les deux mains se touchent. Et puis, je regarde, il y a combien de dives? Il y a combien de carreaux qui ne les séparent? Il y a deux carreaux. N'est-ce pas? Il y a deux carreaux. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour déterminer. Il y a deux carreaux. Donc, ici, taux correspond à quoi? Et même ma main, nous avons deux carreaux, une, deux. Voilà, comme ça. Et puis, on compte une, deux. Donc, il y a deux carreaux. Donc, taux correspond à deux dives. N'est-ce pas? Donc, à la ligne. Taux correspond à deux dives. Voilà, donc s'il vous plaît, c'est comment on détermine le décalage horaire. Vous devez impérativement maîtriser ça. C'est bon? Voilà. Si vous n'avez pas compris, lors de l'explication, j'étais trop rapide. Vous pouvez revenir en arrière pour réussir l'explication. C'est bon? On a trouvé le décalage horaire. Ça correspond à combien de dives? On va chercher aussi la période ici correspond à combien de dives? Comment fait-on pour trouver la période? Comment fait-on pour trouver la période? Supposons qu'il va faire ça là. Il y a un schéma comme ça. On fait une courbe. On fait une courbe comme ça. C'est bon? Je me base sur quoi? Je me base sur l'axe qui est horizontal. C'est bon?
Je mets ma main sur l'axe, je trace un trait comme sur l'axe horizontal. Et puis, qu'est-ce que je fais? L'axe horizontal, quand l'axe horizontal est venu ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a séparé nos courbes en deux entités. Il y a une portion qui est restée en haut. Et puis, il y a une portion qui est restée en bas. N'est-ce pas? Le commencement de la première portion. Et puis, la fin de la deuxième portion. C'est ça qui représente la période. Je compte à combien de carreaux? Maintenant, lorsqu'on a deux courbes, tu prends la courbe que tu veux. N'est-ce pas? Tu prends la courbe que tu veux. C'est la même période que tu vas trouver. Mais MB, lorsqu'il y a une courbe, on ne voit pas son commencement. On ne voit pas si ça fait. On va prendre cette courbe. On prend la courbe dont on connaît le commencement et aussi la fin. Supposons, la courbe bleue ici. Est-ce qu'on connaît le commencement? On ne sait pas où il commence. N'est-ce pas? On ne sait pas où il commence. Mais le commencement, ça doit toujours commencer quoi? Au niveau de quoi? De l'axe qui est horizontal, comme ici. Est-ce que ici, son commencement, il commence sur l'axe qui est horizontal? Si l'axe est horizontal, oh, il commence là. Donc, c'est pas son commencement qui est là. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas prendre cette courbe. On ne peut pas prendre la courbe qui est en bleu. N'est-ce pas? Ici, on ne peut pas prendre la courbe qui est en bleu. On regarde ici 7, il commence là. Mais et sa deuxième partie, et voici là à droite, ça a coupé une partie en haut, on doit avoir une partie en bas. Regarde sa deuxième partie. Elle se termine là, elle se termine pas sur l'axe quoi. Sur l'axe horizontal, donc on ne peut pas prendre la courbe qui est en bleu. On va sur la courbe qui est en vert. Ici, on ne connaît pas le commencement, donc on va s'intéresser à là. Voilà, il a coupé ici en bas, il doit couper un en haut. On connaît le commencement ici, on connaît la fin de l'autre. N'est-ce pas? Donc, il prend un pain. Il prend un en bas, c'est comme s'il coupe en deux. Un en bas, un en haut. Voilà. Donc, s'il a pris un en haut, il va prendre un en bas. Donc, s'il prend un en bas, il prend un en haut. Donc, c'est tout. Voici le commencement. Le commencement, c'est ici. N'est-ce pas? La fin aussi, c'est là. Le commencement de en bas, la fin de celui qui est en haut. Ouais, c'est plus, compte à combien de carreaux on compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a 8 quarts, il y a 8 carreaux. Donc, ici, T correspond à 8 ans, 8 dives. T correspond à 8 ans, 8 dives. C'est tout. C'est bon? Donc, je viens calculer, donc, mettant à la ligne. Voilà absolu de la tension par rapport à l'intensité égale. On dit 2pi fois, qu'est-ce qu'on prend ici? Pour venir calculer le taux, on ne prend pas la valeur exacte de T. On prend quoi? On prend les divisions. Donc, je reprends. Pour calculer phi, on prend quoi? On prend les div. On prend les divisions et non les valeurs. Et souvent, calcule T d'abord. Ce n'est pas la valeur de T que tu as trouvé en seconde que tu vas prendre. C'est le nombre de div de T qu'on prend. N'est-ce pas? Et le décalage horaire, c'est le nombre de div qu'on a pris. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ça fait 2pi fois, on remplace T par sa valeur, fois 2. On remplace T aussi par sa valeur par 8. Égal. Égal. Donc, ici, je prends ma calculatrice. Ici, je prends ma calculatrice et je calcule. Donc là, ça me fait 2. 2pi fois 2 divisé par 8. Ça me fait pi sur 2. On trouve phi égale à pi sur 2. Mais qu'est-ce qu'on constate? Le phi, c'est en valeur absolue. On doit enlever la valeur absolue. Or, ici, qu'est-ce que j'avais dit? Ils ont posé la question de savoir entre les deux grandeurs physiques qui étaient en avance. C'était à cause de quoi? C'était à cause de la valeur de phi. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on avait dit? On dit lorsque, n'est-ce pas? Lorsque le phi, lorsque U est en avance sur l'intensité, phi sont positifs. Mais lorsque U est en retard sur l'intensité, ça sort quoi? Ça sort négatif. Voilà, raison pour laquelle, mais si on ne demande pas entre les deux grandeurs physiques qui est en avant, tu dois impérativement la préciser. C'est bon? Donc, je regarde là. Ici, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit I était en avance. Donc, en un mot, U est en retard. On a dit lorsque U est en retard, phi soit négatif. C'est bon? Phi soit négatif. Donc, ici, mais ici. Or, U est en retard sur I. Donc, phi de UI égale. Comme U est en retard, donc ça sort négatif, donc ça fait moins P sur 2 rad. C'est bon? Mais si U était en avant, ça allait sortir positif. On se comprend? Voilà. Donc, quand U est en retard, ça sort négatif. Quand U est en avant, ça sort positif. Donc, ici, c'est bon? Voilà. C'est comment on fait pour trouver la valeur de phi. Ici, on va passer à la deuxième et
étape. À partir d'ici, qu'est-ce qu'on peut demander? On peut demander de déterminer quoi la période, n'est-ce pas? Voilà, ici, on n'a pas besoin de calculer quoi pour déterminer le chien. On n'a pas besoin de la valeur exacte de la période, n'est-ce pas? On a besoin du nombre de div, n'est-ce pas? Maintenant, avant cette question, vous allez me demander de calculer la période. Pour calculer la période, qu'est-ce qu'on fait? Pour calculer la période, j'avais dit au commencement de la vidéo que quoi, pour déterminer la période, on avait 3 formules, n'est-ce pas? Il y a mis les 2 formules, n'est-ce pas? Il a dit on pourrait déterminer la période à l'aide de l'oscilloscope. Ici, on a l'oscilloscope. Donc, ici, est-ce que je vais appliquer la formule 2pi sur oméga? Je n'ai pas appliqué la formule 2pi sur oméga, ni la formule 1 sur n, n'est-ce pas? Puis on connaît l'oscilloscope. Lorsqu'on connaît l'oscilloscope, on détermine quoi? On détermine la période directement. Ce qu'on doit savoir d'abord, il y a combien de div? C'est bon? C'est qu'on doit savoir, il y a combien de div. Pour calculer le taux, qu'est-ce qu'on fait la période? Je dis le taux, excusez-moi. Pour calculer la période, qu'est-ce qu'on fait? On va savoir d'abord la période représente combien de div. Donc, on a fait ici, hein, la période. Le commencement et puis la fin à côté, il y avait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'est-ce pas? On a mis ici 8 div. Donc, on reste à 8 div. C'est pas parce qu'il a trouvé 8 div que la période est égale à 8, hein. Mais la période s'exprime en secondes. C'est bon? C'est seulement en secondes. Donc, calculer la période, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, pour calculer la période, on a besoin du réglage de l'oscilloscope. Donc, réglage de l'oscilloscope. L'oscilloscope. On a besoin du réglage de l'oscilloscope. Au niveau du réglage de l'oscilloscope, nous avons 2. Voilà. Nous avons la sensibilité, on a pour la période et puis on a pour les tensions, si on veut. Dans le réglage, on a pourquoi? On a le réglage des tensions et le réglage de la période. Pour calculer la période s'intéresse à quel réglage? La période s'intéresse à la sensibilité. Sensibilité horizontale. Horizontale. Sensibilité horizontale. Lorsque je vois dans un exercice, on met sensibilité horizontale, c'est pour calculer la période. Il a un autre nom encore. On appelle ça balayage. Balayage horizontal. Balayage horizontal. Balayage horizontal. Il a un autre nom. On appelle aussi base de temps. On appelle aussi base de temps. Donc, vous devez savoir ça. Lors du réglage de l'oscilloscope, ce sont ces mots-là qui doivent chercher pour calculer la période. La période est calculée à l'aide de la sensibilité horizontale ou balayage horizontal ou encore base de temps. Donc, lui, c'est la 3 noms. Voilà. Savoir plus, non, vous donne les 3 noms. Parce que si ici, je vous parle de sensibilité horizontale, lorsque tu fais un exercice, quand on donne le regard de l'oscilloscope, on donne balayage horizontal, vous serez perdu. Ou bien on donne base de temps. C'est bon? Voilà, vous devez savoir quoi. Pour calculer la période, c'est tous ces noms. Tous ces noms veulent dire la même chose. Sensibilité horizontale, balayage horizontal, base de temps, c'est pour calculer la période. Donc, je vais mettre ici. Pour calculer la période. Ne confondez pas, s'il vous plaît. Pour calculer la période. C'est bon? Maintenant, pour calculer les tensions, on a besoin de quoi? On a besoin de la sensibilité, sensibilité verticale. On a besoin de sensibilité verticale. C'est bon? Voilà. Lui, c'est le seul nom qu'ils vont donner. Sensibilité verticale. Lui, c'est pour calculer les valeurs maximales. Pour calculer les valeurs maximales. C'est bon? Voilà. Donc, vous devez savoir ça. La sensibilité. Le réglage de l'oscilloscope a 2. Voilà. Nous avons un pour calculer la période et puis un autre pour calculer quoi? Les valeurs maximales. Donc, vous devez savoir ça. C'est bon? Ok. Donc, on vient ici. Maintenant, au niveau de la sensibilité qui nous permet de calculer la période. Souvent, on peut donner ça quoi? On peut donner ça en millisecondes. Lorsqu'on donne la sensibilité en millisecondes, on doit convertir. Mais lorsqu'on donne la sensibilité que c'est déjà en secondes, on n'est pas obligé de convertir, on va directement.
C'est bon? Donc, on suppose dans l'exercice qui est là. La sensibilité horizontale, qu'est-ce qu'on me donne? On dit une div. N'est-ce pas? Donc, on met quoi? On met 5 millisecondes. 5 millisecondes par div. Voilà. Voici la sensibilité horizontale. Voici qu'on dit 5 millisecondes par div. Cela signifie quoi? Millisecondes par div. Cela signifie quoi? Une div correspond à 5 millisecondes. Or, l'unité légale de la période, c'est secondes. N'est-ce pas? Voilà. Donc, voici basé. On suppose que c'est ce qu'ils nous ont donné là. Donc, c'est tout simplement. Donc, calculer T, il a fini de dire T correspond à comme des divs. Il met T égale le nombre de divs que j'ai trouvé fois la sensibilité qu'ils m'ont donné. On dit quoi? Une div correspond à 5. Or, moi, j'ai trouvé 8. Donc, ça fait 8 fois 5. Regardez l'unité. Ils ont donné quoi? Millisecondes. Or, la période s'exprime en secondes. Donc, ça fait quoi? Quand c'est milli, c'est 10 puissance moins 3. Donc, ça fait la valeur là, point 10 puissance moins 3 égale. Et puis, je calcule. Mais si, supposons, si vous avez donné ici, si vous avez donné ici, peut-être vous avez donné, si vous avez mis ici, ça faisait 5 secondes par div. Là, on n'allait pas mettre le point 10 puissance moins 3 parce que ça reflète déjà l'unité légale. C'est bon? Voilà. Là, ici, ça ne respecte pas, donc ça fait la valeur point 10 puissance moins 3. Milli, c'est 10 puissance moins 3. Tout simplement, je prends ma calculatrice et je calcule. Là, ici, ça me fait 8 multiplié par 5 fois 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3. On trouve 0,04 secondes. C'est bon? Voilà. Donc, c'est comment on détermine la période. C'est bon? On cherche le nombre de divs. On vient regarder le réglage de l'oscilloscope. Qu'est-ce qu'on donne comme sensibilité horizontale, balayage horizontal ou bien base de temps? On met pas les 3 noms, mais un seul nom. Et puis, j'essaie de voir. J'ai fait le nombre de divs que j'ai trouvé multiplié par le réglage qu'ils m'ont donné ici. Voilà. Si le réglage en millisecondes, je convertis ça en secondes. En mettant quoi? 10 puissance moins 3. C'est bon? Et puis, je calcule. C'est bon? Après, à venir calculer, on peut me demander qu'on peut calculer aussi la pulsation. Pour calculer la pulsation, qu'est-ce que je vais faire? Mais d'abord la formule T égale à quoi? 2 pi sur oméga. Non, c'est qui implique oméga égale 2 pi sur quoi? 2 pi sur T. Puis je vais calculer, ça fait 2 pi sur T est trouvé combien? 0,04. Et je prends ma calculatrice, je calcule. Donc ici, ça me fera 2 pi sur 0,04. On trouve quoi? Quand je calcule, tu as trouvé deux valeurs. Tu as trouvé une valeur en pi et puis une valeur sous forme de quoi? Nombre décimal à virgule. N'est-ce pas? Si dans l'exercice n'ont pas précisé, je dois vous conseiller, c'est mieux de prendre quoi? Où il y a pi. Voilà. Mais si l'exercice donne de montrer, il va qu'ils m'ont donné l'expression de IDT. Ils ont donné ça sous forme de nombre décimal, ils prennent le nombre décimal. C'est bon? Voilà. Sinon, on prend quoi? On prend où il y a pi. Ils devait prendre où il y a pi. Donc, on trouve quoi? Égal à 50 pi rad par seconde. Voilà. Donc, lorsque tu calcules la pulsation, tu prends où il y a pi. C'est bon? Voilà. Tu prends où il y a pi. Si et seulement si dans l'exercice, on prend un nombre décimal, tu prends le nombre décimal. C'est bon? Voilà. Donc, vous devez savoir ça. Donc, c'est tout. Avec ça, on peut demander aussi de calculer, on peut calculer aussi la fréquence. N'est-ce pas? On peut aussi calculer la fréquence. Donc, il met tout simplement P égale 1 sur N. Ce qui implique N égale 1 sur T, donc égale 1 sur 0,04 égale. Donc je calcule. Ça fait 1 sur 0,04. On trouve quoi? On trouve 25 Hz. Voilà. Donc vous devez savoir ça. C'est bon? Donc ça c'est la première partie. On a appris à déterminer quoi? On a appris à déterminer graphiquement le phi. N'est-ce pas? De là, on a appris à calculer aussi la période. Tout ça, c'est basé sur l'oscilloscope. C'est bon? On a appris ça à calculer la pulsation. On a appris ça à calculer quoi? La fréquence. C'est bon? Voilà. On a assis aussi entre les deux grandeurs physiques. Qui est en avant sur l'autre. N'est-ce pas? Voilà. On a pu justifier. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fera après cette question? Après cette question, si on peut nous demander aussi, MB, sur 99% d'exercices, qu'est-ce qu'ils vont donner? L'expression de UDT. Qu'on avait fait au départ, on avait dit quoi? L'expression de UDT, de la tension alternative. Au départ, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait dit UDT est égal à UM cosinus oméga T
plus son phi de U. N'est-ce pas? Plus son phi de U. C'est ça, non? Or, ici, qu'est-ce que nous constate? Notre phi ici, c'est quoi? C'est phi de la tension par rapport à l'intensité. Donc, sur 99% des exercices, le U de T qu'ils vont nous donner ça sous cette forme. U de T serait égal à UM cosinus oméga T. Sur 99% des exercices. U de T serait égal à UM cosinus de oméga T. Voici l'expression. Donc, si U de T égale à ça, donc I de T serait égal à quoi? Pour avoir I de T, on a deux possibilités. Voilà, donc si U de T égale à 100, on va dire qu'il n'a pas de phi. Donc le phi, celui qui n'a pas de phi, c'est faire un exercice entre la tension et l'intensité. Celui qui n'a pas de phi, c'est que le phi va appartenir à l'autre. Comme ici, la tension n'a pas de phi, donc le phi va appartenir à quoi? À l'intensité. Mais si fait un exercice que l'intensité n'a pas de phi, c'est que c'est la tension qui aura le phi. N'est-ce pas? Donc ici, tout simplement, U de T égale n'a pas de phi. Donc c'est quoi? C'est I de T qui doit avoir le phi. Donc, c'est I de T qui doit avoir le phi. Avec 2 fois I de T. Pourquoi j'ai mis 2 fois I de T? Concernant le phi, il y a un qui sort positif, il y a un qui sort négatif. Vous comprenez? Il y a un qui sort positif, un qui sort négatif. Si U est en avance, si la tension est en avance sur l'intensité, alors le phi, ça sortit quoi? Ça sortit négatif. Voilà. Donc ici, ça fait quoi? Ça fait IM cosinus oméga T moins phi de quoi? La tension par rapport à l'intensité. Donc si U, la tension est en avance sur l'intensité, ça sort ici moins. N'est-ce pas? Donc dans le cas contraire, si U est en retard, sur I. Là, ça sort le contraire. Lui va sortir positif. Donc, ça fait ici IM cosinus oméga T plus son phi de U par rapport à I. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Voilà. Donc, si on met dans un exercice, U de T égale à ça. On met dans U de T égale à l'expression qui est là. Si U est en avance pour donner l'expression de IM de I de T, on met ici moins. Voilà. Parce que je dis entre les deux, un doit avoir le phi. Donc, si U n'a pas le phi, c'est que c'est I qui aura le phi. N'est-ce pas? Donc ici, rien. U en avant, ça sort moins. Maintenant, si U en retard, ça sort plus. N'est-ce pas? Ça sort plus. Donc ici, si on vient sur notre exercice, après, il faut exprimer. Voilà. Donc, il va laisser ça comme ça. Puis après, on va exprimer. N'est-ce pas? On devait mettre la valeur des phi qu'on a trouvé. On a trouvé phi de U par rapport à I est égal à moins pi sur 2. Parce que U est en retard. Rad. N'est-ce pas? On peut demander quoi? Les valeurs maximales. Pour déterminer les tensions maximales, qu'est-ce que nous allons faire? On a dit YA visualise quoi? La tension au bord du GBF. YB visualise quoi? La tension au bord du, comment dirais-je? Au bord du conducteur ohmique, c'est-à-dire l'intensité du courant, n'est-ce pas? On a dit U est là. U c'est YA. I c'est YB. N'est-ce pas? Donc ici, tout simplement, on est calculé les valeurs maximales. NB, c'est qu'on doit savoir. La tension au bord du GBF, c'est quoi? C'est U masse. Voilà. Donc c'est U masse qui est là. Maintenant, la tension au bord du conducteur ohmique, donc la tension maximale au bord du GBF, c'est notre U masse. Maintenant, la tension maximale au bord du conducteur ohmique. Quand c'est conducteur ohmique, c'est égal à quoi? UR masse. C'est bon? Voilà. Quand c'est la tension maximale au bord du conducteur ohmique, c'est UR masse. Quand c'est la tension maximale au bord du GBS, c'est U masse. C'est bon? Maintenant, UR masse, c'est égal à quoi? C'est égal à la résistance qui est là, multiplié par quoi? L'intensité maximale. C'est bon? Multiplié par l'intensité maximale. Or, dans le U masse, lui, c'est détermine quoi? On a dit les deux grandeurs, c'est quoi? C'est la tension et puis l'intensité. Donc, qu'est-ce qu'on constate? La tension maximale se détermine directement sur l'oscilloscope. Or, l'intensité maximale ne se détermine pas directement. Qu'est-ce qu'on doit chercher d'abord? On doit chercher UR masse. C'est après, lorsqu'on connaît la valeur de UR masse, qu'on peut déterminer le I masse. Et là, si on veut tirer ici,
I masse serait égal à quoi? Ça serait égal à UR masse divisé par la résistance qui existe au borne du conducteur au mic. C'est bon? Voilà, donc je reprends. Notre tension maximum au borne du GBF se détermine directement à travers l'oscilloscope. C'est bon? Maintenant, le IMA ne se détermine pas directement. On doit d'abord chercher quoi? La tension maximale au borne du conducteur ohmique. Ça peut avoir fini de trouver la valeur qu'on va le tirer. C'est bon? Donc ici d'abord, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre les sensibilités. Alors, il va mettre les sensibilités verticales des deux voies. Donc ici, la voie YA, 2 points. 2 volts par div. C'est-à-dire une div correspond à 2 volts. La voie YB, 2 points. 1 volt par div. C'est bon? Par div. Donc c'est tout. Donc on va venir calculer. Voilà. On calcule U masse. Donc ici d'abord on calcule U masse. Donc ici U masse. On va voir U masse correspond à combien de div? U masse c'était quoi? C'est la tension, c'est YA. Oh, YA. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On doit compter à combien de div? Pour cela, je mets ma main, je prends ma main. Je mets ma main au niveau de son sommet. Comment? Je mets ma main au niveau de son sommet. On peut prendre en bas ici aussi. Hein. Tu peux prendre en bas ou soit tu peux prendre en haut. Tu mets ta main au niveau de son sommet. Et puis tu mets ta main sur l'axe qui est horizontal. Donc tu mets une main au niveau du sommet, une main au niveau de la droite qui est horizontale. C'est bon? Et puis on compte à combien de carreaux? 1, 2, 3. Il y a 3 carreaux, n'est-ce pas? En bas aussi, même chose aussi qui prenait ici. 1, 2, 3. Donc ça correspond à 3. Ça correspond à 3 div. C'est bon? Une masse égale. Donc, ça fait 3 fois. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné sur la sensibilité verticale? La sensibilité verticale, ici, ils m'ont donné 2 voies. Ils ont donné YA, ils ont donné YB. Souvent, il y a des exercices où les 2 voies ont la même valeur. Mais parfois, il arrive, on sépare. C'est bon? Comme ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont séparé. Sinon, souvent, on peut dire les deux sont identiques. Donc, il m'intéresse. Lui, il représente quoi? La voie quoi? La voie A. Donc, c'est la sensibilité de la voie A que je prends. Une erreur à ne pas faire. Tu allais prendre la voie YB pour calculer c'est 0 parce que lui représente quoi? La voie YA. Donc c'est le YA qu'on doit prendre. On se comprend? Voilà. Donc il faut bien regarder. Ne soyez pas pressé. On va doucement, doucement. C'est bon? Ok. Donc ici, le YA c'est 2. Donc ça fait quoi? Le nombre de divs que j'ai trouvé multiplié par la sensibilité verticale qu'ils m'ont donné, donc multiplié par 2. 3 fois 2, ça me fait combien? Ça me fait 6 volts. Donc, j'ai trouvé le U-mass. J'ai dit le U-mass se détermine directement à l'aide de l'oscilloscope. Or, le I-mass, qu'est-ce que j'ai dit? Le I-mass d'abord, puis attention, la deuxième coupe. La coupe qui est en bleu, c'est quoi? C'est pas la coupe de choses, comment dirais-je? De la tension maximale. Hein. C'est la coupe de quoi? De la tension maximale au borne du conducteur ohmique. Donc, c'est UR-mass qui est représenté là. Voilà. Pour faire le U-mass, c'est compter directement, j'ai mis. Toi, tu allais compter pour faire le U-mass, tu allais calculer directement, c'est 0. C'est bon, on ne fait pas ça. C'est bon? Voilà. Donc, c'est UR-mass. Donc, c'est UR-mass qui correspond à la tension au borne du conducteur ohmique. Donc, à la ligne. UR-mass, c'est la tension maximale au borne du conducteur ohmique qui correspond à combien de div. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets une main au niveau du sommet. Et je mets une main au niveau de quoi? De l'axe qui est horizontal comme ça, puis je compte à combien de carreaux? 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est pas forcément qu'on prenne celui qui est du bas. Une personne pourrait prendre celui du haut. Donc ici, même chose. On compte 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc c'est pas forcément en bas. On peut prendre aussi en haut. Donc ça correspond à 4 div. Donc ici, je vais mettre ici. UR masse correspond à 4 div. Donc à la ligne, UR masse égale le nombre de div fois la sensibilité. YB, la sensibilité, ils ont donné que ils ont donné 1. Donc, ça fait 4 fois 1. Et ça respecte l'unité légale. Si ça ne respecte pas l'unité légale, on allait convertir. N'est-ce pas? Donc, c'est égal. Ça me fait 4 volts. Je ne vais pas m'arrêter là. Mais lorsqu'on dit les deux grandeurs, nous avons quoi? C'est la tension puis l'intensité. Celui qui donne la tension, c'est la tension au borne du GBF. C'est bon? Voilà. Donc, lui on s'arrête là. Mais UR mass, on n'a pas besoin de UR mass. Les deux grandeurs physiques, c'est la tension et puis l'intensité. Donc, on va tirer. N'est-ce pas? Donc, on va tirer. On fait ça. Donc, ici, UR mass. UR mass égale à R multiplié par I mass. Et puis, on va tirer notre I mass. Voilà. Puis, les deux grandeurs physiques, c'est U mass et puis I mass. Donc, I mass égale. Ça fait UR. UR mass divisé par R. Voilà. Dans le R, c'est quoi? C'est la résistance au borne du conducteur ohmique. Application numérique.
IM égale. UR max, on a trouvé 4. Divisé par R, ça dépend dans l'exercice. Si on donne R, si dans l'exercice on nous dit R égale à 20 ohms, ils vont toujours donner quoi? La résistance au borne du conducteur au ohmique. Donc, je vais mettre ici 4 divisé par 20 égale. Je prends ma calculatrice et je calcule. Donc ici, ça me donne 4 divisé par 20. On trouve 0,2 ampères. L'intensité s'exprime en ampères. S'il vous plaît, ne mettez pas le vote. Voilà, celui qui a mis vote, c'est très dangereux. C'est bon? Voilà, donc voici la valeur. Voilà, donc voici la valeur de 2 grand 2. La tension. Voici la valeur de la tension maximale et voici la valeur de l'intensité maximale. La tension maximale se détermine grâce à l'oscilloscope. Or, l'intensité maximale ne se détermine pas grâce à l'oscilloscope. Mais il y a un élément qui permettra de le déterminer. C'est bon? Voilà. Maintenant, l'élément, on le détermine en fonction de l'oscilloscope. Quand je viens de trouver maintenant, tu vas tirer conducteur ohmique lorsqu'on est en 5e. Voilà, n'oubliez pas la formule. Tu as un petit frère qui est en 5e qui te demande la formule, la loi d'Ohm. U égale à quoi? R fois I, simplement.